Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau numéro de la saison 3 de French Big Ballers, votre podcast traitant de l'actualité des Los Angeles Lakers. La NBA est une ligue où l'excellence basketballistique se mêle au spectacle et à la dramaturgie, où le fan vient tout autant chercher une parfaite exécution du système qu'une décharge d'adrénaline procurée d'actions spectaculaires et importantes. Les gens retiendront l'histoire plutôt que la finalité. Celle des Lakers lors de cette saison 2020-2021 était déjà riche. Après l'intersaison la plus courte de l'histoire et une saison reprenant sans fans dans la majorité des enceintes sportives, les Lakers ont vu Anthony Davis rejoindre l'infirmerie pour longue durée, sujet principal de notre précédent podcast. Ajoutant à cela l'absence de Marc Gasol, la franchise californienne a su gérer la pression au point de regagner la seconde place de l'Ouest derrière le leader mormon et on les pensait bien lancés au sortir du All-Star Weekend. Voilà que cette dramaturgie gagne en intensité puisque le calme de cette situation s'est vu troublé par la blessure à la cheville droite de LeBron James, contractée lors de la rencontre face aux Hawks. Dans le même temps, les Lakers ont vu une nouvelle étoile s'illuminer au-dessus de la Cité des Anges, Elgin Baylor, ayant quitté ce monde à l'âge de 86 ans. Il avait acheté le Classic Edition et le portera jusqu'au titre 2021. Un peu un clin d'œil pour Elgin. Nas est avec nous ce soir. Comment ça va, Nas ? Salut Clem, salut tout le monde, salut Adri. Moi ça va super, un peu miné par la blessure du roi. Je pense qu'un peu comme tout le monde, mais en forme. On va continuer de suivre nos Lakers de très près. En plus, on est dans une période assez excitante, mine de rien. Pas qu'en tant que fan des Lakers, mais je pense qu'en tant que fan de NBA, de drama comme tu le dis aussi, etc. Donc hâte de suivre cette trade deadline et ces buyouts et puis en parler avec mes très chers homologues. Responsable de chaque défaite selon certains, le meilleur d'entre nous selon d'autres, hors de forme, rouillé mais parfaitement placé, distillant son intelligence aux 4 points de la salle. Ce n'est pas Marc Gasol qui est avec nous ce soir, mais c'est Adrien. Comment ça va, Adrien ? Écoute, ça va très bien, très heureux de vous retrouver, même si je vous avoue que je me sens ce soir un petit peu comme le Pierre Ménès de cette assemblée. Oh. Non pas que j'aurais révélé le string de la speakerine du podcast, mais j'ai vraiment bossé mes analyses au café du coin, fermé, mais avec les 3 pochetrons. Bref, donc ne vous attendez pas à de la grosse analyse ce soir, mais avant tout, très très heureux de vous retrouver. J'ai eu très peur quand t'as dit Pierre Ménès quand même, hein. Bordel, je dis mais où est-ce qu'il va là ? Et un strike, un. Et on bossera pas chez Bolloré, super, c'est nickel. On est parti. Allez. Messieurs, lors du dernier podcast, on évoquait la vie sans AD et la redistribution des missions défensives pour tenir tant bien que mal notre rang de meilleure défense de la ligue. On s'est plutôt bien démerdé sur cette période, mais du coup, l'infirmerie a décidé de rapatrier Marc Gasol puis LeBron, qui était d'ailleurs devenu le leader défensif de l'équipe. On en avait parlé, Nas, on espérait que LeBron prenne une partie des missions défensives, et c'est vrai qu'il avait été assez impressionnant sur cette série-là. Ouais. Petite question, du coup, tout de suite, messieurs, pour se mettre dans le bain, avec un roster limité en termes de joueurs, même si le pivot espagnol est sur le retour, puisque là, il devrait manquer le prochain match, mais pourrait revenir prochainement, et un calendrier copieux, faut-il craindre de voir les Lakers chuter au classement, voire rater les playoffs? Adri, tu veux, moi je peux commencer, mais si tu veux, c'était chaud, vas-y. Hein. Ouais, chaud, j'en sais rien, mais rater les playoffs, ça serait vraiment waouh, ce serait le fiasco de ce nouveau siècle en termes de basketball. Ouais. Après, je pense qu'on va chuter, on va bien chuter, on va perdre des avantages de terrain pendant les playoffs. Par contre, tout dépend du retour à venir de AD, ça serait bien finalement que son retour soit anticipé, parce que sinon, c'est sûr qu'on va laisser des plumes. On va laisser des plumes dans la prochaine semaine, vu le calendrier. Ouais, 2 semaines a priori, enfin encore. C'est pas officiel, mais c'est ce qui semble se profiler pour AD. Les gens parlent de encore 3 à 4 semaines pour LeBron, 2 semaines pour AD, donc avec un retour d'AD du coup un peu plus tôt que celui du King. Entre-temps, on va quand même avoir des matchs contre des pointures. Il y a des équipes, il y a des jolis clients là qui arrivent. Il y a Philly, il y a Milwaukee. Je prends un peu ton rôle, Clem, hein, tu m'en veux pas. Vas-y. Il y a les Clippers, il y a Miami, et puis on pourrait peut-être espérer de revoir AD contre Brooklyn, par exemple, le 11 avril. C'est pas dit. Ça suffira pas. Ouais, et même AD tout seul, c'est compliqué. Pour battre ces Nets-là, il faut vraiment qu'on soit au complet. Ouais. C'est ça. Et peu de temps après, tu fais une doublette 17 et 20 avril contre le Jazz. Contre le Jazz, on peut espérer avoir LeBron, peut-être pas pour le premier, peut-être pour le deuxième, on ne sait pas, avoir cette évolution de sa blessure, etc. Autant vous dire que il y a des matchs prenables. Je pense à Cleveland, je pense même à Nola tout à l'heure. Hein. Franchement, Nola, si on joue et qu'on est efficace à 3 points, si on joue le même basket typiquement par exemple contre les Suns, mais avec une meilleure efficacité à 3 points, ou même celui contre Atlanta d'ailleurs,
on peut prendre Nola, franchement, à mon humble avis. Ils sont erratiques, Nola. Ils ont eu des défaites incompréhensibles, où ils ont joué en dilettante, mais par contre, ils ont sorti aussi parfois de belles perfs. Hein. Ouais, tu sais pas sur quel Nola tu vas tomber, et le X, c'est que sans AD, sans LeBron, qui c'est qui se charge de Zion? Personne. Tu vois, aujourd'hui, dans notre peinture à nous, Zion va mettre 60 points. C'est clairement le projet, en fait. Ouais, mais non, mais t'as pas tort. En termes de match-up, c'est vrai que c'est compliqué. Disons que le problème avec nous, sur les matchs à venir, c'est qu'on a 50% de salaire en moins, avec la blessure de LeBron et Davis, mais c'est en gros 75% de ton impact basket qui n'est plus là. Chaud. Et vu que depuis l'arrivée de Vogel, on voit quand même que c'est quelqu'un plutôt qui maximise sur son duo de superstars, donc on peut pas dire qu'on est vraiment brillé par un playbook hyper étoffé. Non. Donc tu vas demander à ce roster-là de jouer avant tout sur le cœur et à l'énergie. Chaud, très chaud. Bon. Ça peut quand même passer contre Cleveland, Orlando, Sacramento, tu vois, peut-être même Toronto sur un malentendu, tu vois. Il y a quelques matchs prenables et je pense qu'il faudra les prendre parce qu'à mon avis, on va se faire latter la gueule par les gros clients que je mentionnais plus tôt. Je sais pas ce que t'en penses, Clem. Si, totalement. J'allais rebondir sur l'effectif. Ouais. On avait évoqué en point fort de cet effectif, en point fort du recrutement de Pelinka, la signature de joueurs offensifs avec des profils qui peuvent être discutables, mais avec des profils qui peuvent jouer sans LeBron, donc à savoir Montrezl et Dennis Schroeder. Certains s'inquiétaient de ne pas voir Pelinka reconduire le groupe qui a été champion avec nous. Est-ce que justement l'effectif qui a été créé autour de LeBron et de Davis ne se suffit pas justement pour gagner ces matchs, comme vous l'avez dit, parce qu'offensivement Dennis Schroeder et Montrezl entre autres sont là. Oui, Kuzma aussi est là, KCP sous-performe. Il y a pas mal de facteurs qui font quand même que on peut s'imaginer que cette équipe va avoir un sursaut aussi. Tu vois, quand tu vois notre efficacité contre les Suns, tu te dis que tu peux difficilement faire pire d'un point de vue basket, et pourtant les Suns nous ont pas explosé non plus, quoi. Donc il y a quand même une petite lueur d'espoir, même sans LeBron et AD. Moi je pense que ça va être trop limite contre les grosses écuries qui tournent très très bien, mais sur certains matchs contre des équipes un peu moins régulières, je pense qu'on a quand même des chances d'en remporter certains. Et une fois que AD et LeBron sera de retour, franchement cette équipe va se remettre à très très bien tourner. On avait une très très bonne équipe, je veux dire, jusqu'à la blessure de LeBron, même sans AD, on a commenté tous les deux avant, pendant et maintenant avec un peu de rétrospective aussi cette période justement sans AD mais avec LeBron, l'équipe était quand même qualitative et parce qu'il y avait aussi un énorme LeBron. Donc moi je suis pas inquiet pour revenir sur la question de base qui était est-ce qu'on va sortir des playoffs, enfin est-ce qu'on va sortir des trucs. Non, je pense même pas qu'on finira en play-in. Ce serait bien qu'on chope la 5e ou la 6e place, tu vois, moi je m'en contenterais très très bien, mais on va chuter au classement, ça c'est clair et net, mais il y aura pas le choix. Ouais, si ce que tu sous-entends dans ta question c'est que l'an dernier on aurait été bien plus en difficulté que cette année, là je te rejoins évidemment, parce que si l'an passé on avait dû se priver de Davis et de LeBron, ça aurait été en gros tout serait l'homme clé serait devenu de facto Rajon Rondo. C'est dire si on aurait été dans la merde. Ouais. Là, cette année, tu les as mentionnés, Schroeder, Harrell, ils ont été sélectionnés pour ça, ils ont été pris pour ça, et peut-être même qu'on serait prêt à les payer au prix fort pour cela. C'est que normalement, ils ont cette capacité à générer par eux-mêmes de l'attaque. Après, le danger, et c'est là où j'attends Vogel peut-être, c'est de vouloir faire, bon, LeBron n'est plus là, donc Schroeder, tu vas faire exactement ce que faisait LeBron. Et laisser ça un petit peu le hic, parce que par définition, LeBron n'est pas remplaçable. L'impact, sa stature, sa vision, sa puissance, il peut pas être remplacé. Donc ce qu'il va falloir qu'il arrive à faire, c'est de capitaliser sur l'ensemble des capacités créatrices des autres joueurs, et il y en a. J'attends par exemple, moi j'aimerais bien, tu vois, revoir un petit peu THT dans le rôle qu'on l'avait vu avoir sur le match de pré-saison, où il avait un petit peu flambé. Redonner aussi à Marc Gasol la place qu'il devrait avoir dans l'animation des systèmes, et là-dessus on pourrait un peu limiter la casse. Et après ça sera, à mon avis, ça c'est mon avis, ça sera de toute façon la défense qui fera qu'on va gagner des matchs ou pas. Ouais. Donc Adrien, tu vas reprendre l'exemple de THT. Sur les derniers matchs on voit Alex Caruso jouer le pick and roll avec THT dans le corner, pour toi ça semble pas optimal, avec malgré les fabuleux 25% à 3 points de notre Talen Horton Tucker Sherry, ça semble pas optimal. Ouais, non, mais déjà j'ai jamais été fan de Caruso en primary ball handler sur pick and roll, donc ça va pas commencer maintenant. Non, celui qui doit prendre ce rôle là évidemment c'est Schroeder, après c'est THT, et sur d'autres séquences Kuzma aussi pourrait le faire, mais pas Caruso, c'est pas son jeu. Caruso c'est un jeu juste
justement de spot-up, c'est un jeu de coupe, mais c'est pas un jeu de distribution pure. Et Schroeder l'a dit, il me semble, après le match face à Atlanta et face aux Suns, qu'il allait falloir peut-être changer la stratégie maintenant que LeBron et AD étaient out, qu'on ne pouvait pas jouer comme d'habitude, qu'il fallait peut-être accélérer le jeu, prendre les shoots à 3 points qui allaient venir. Une petite balle perdue pour KCP et Matthews, mais l'idée, comme tu le dis Adrien, c'est peut-être de changer la philosophie, justement s'appuyer sur la jeunesse et la vitesse des joueurs qui entourent Schroeder pour accélérer le jeu et marquer des points faciles. Ouais, c'est ça. Après, c'est un mal pour... Il y a toujours des choses où tu pourrais voir, c'est un mal pour un bien. Et le fait de te priver quand même de 2 joueurs qui sont très importants et qui étaient très chronophages en matière de minutes, ça va pouvoir peut-être aussi redonner des minutes à des joueurs qui en ont mais cruellement besoin. Et là, je pense notamment à notre ami Matthews. Ouais. C'est peut-être le moment de le revoir sur des standards à 25, 30, 35 minutes par match. Et là, ça lui fera peut-être le plus grand bien. C'est comme Maurice, peut-être, aussi. Maurice qu'on revoit un peu mieux depuis quelques temps plutôt que sur sa première partie de saison. Voilà, redonner du rythme en perspective des playoffs, on peut se dire que c'est un mal pour un bien. C'est intéressant que tu parles de Marc Gasol, Adri, parce que je pense que Clément et moi, on est sur la même longueur d'onde. À mon avis, Clément, je sais pas ce que t'en penses. Oui. J'attends impatiemment son retour. Et c'est vrai que sur les sur les derniers matchs, notamment avec Damian Jones qui a fait le taf en tant que 10-day contract, c'était super de le voir. Mais le souci, c'est que quand tu arrives avec une line-up où tu as Dennis Schroeder, tu as un KCP qui est pas en réussite, parfois tu as les Norton Tucker à côté, tu as zéro spacing et ça complique énormément le jeu pour les slashers de l'effectif. Donc, et on l'a vu avec Ayton, DeAndre Ayton s'est fait casser la gueule par Montrezl. À partir du moment, si tu avais un big qui pouvait ressortir sur pick and pop, on aurait pu faire avec Maurice, mais on peut le faire avec Gasol, un petit stretch 5 qui peut justement maintenir Ayton un peu plus loin du panier. C'était tout bénef pour Schroeder et THT. Ouais, carrément. C'est là où finalement je continue. On l'a eu sur Marc Gasol parce que on va pas le cacher, j'étais plutôt satisfait de sa signature et je continue de le défendre malgré sa lenteur excessive. Mais c'est un joueur qui défend bien de par son placement, qui ne saute pas pour faire des contres, certes, mais qui en fait quand même des contres, qui crée pour les autres et qui peut parfois apporter du scoring par son tir extérieur ou punir des mismatchs. Et c'est exactement ça dont on a besoin sans LeBron et sans AD. Donc, à suivre son retour. Et comme tu le dis, c'est que si tu as Damian Jones qui va être typiquement commandé à l'intérieur, qui va le roller par excellence, et tu as besoin d'un mec qui soit très très bon soit sur la pocket pass ou sur le lob. Et ce mec excellentissime dans ce secteur-là, on l'a perdu. Donc, à quoi ça nous servirait d'insister avec ce type de profil? Et donc là, je te rejoins, c'est de retrouver, quelqu'un qui sera non plus le bénéficiaire ou le réceptionneur des ballons, mais quelqu'un qui va en pouvoir. Je suis plutôt optimiste, moi aussi, quant au retour de Gasol. Messieurs, la solution. Est-ce que on va passer sur le deuxième sujet, peut-être dès à présent. Certains nous posaient la question, est-ce que maintenant que LeBron et AD sont blessés, est-ce que Los Angeles n'a pas tout intérêt à se jeter sur des joueurs qui sont peut-être disponibles via des trades? Donc on pense à des gros scoreurs comme Victor Oladipo ou des joueurs au profil offensif pour apporter tout de suite sur cette série de matchs sans les leaders. C'est pas l'enjeu. Ouais. Les 10 matchs ou les 10-15 matchs qui arrivent, c'est pas l'enjeu. Ouais. L'enjeu, c'est les playoffs et les saisons qui suivent. C'est dans ce sens-là où tu dois faire un trade. Tu te dis, est-ce que tu vas bonifier l'équipe dans le futur? Pas juste sur 10 matchs. Donc, Oladipo, oui, c'est bien, mais dans quelle optique pour plus tard? C'est ça. Parce que de toute façon, même si on perd tous les matchs où il n'y a pas LeBron et AD, on sera quand même en playoff. Faut être réaliste là-dessus aussi, tu vois. Donc c'est sûr que je t'ai coupé par rapport à Oladipo, Adri, mais je te rejoins totalement. Enfin, je vois pas l'intérêt là tout de suite maintenant. Et puis ça voudrait aussi dire de donner. Oladipo, c'est pas gratuit, tu vois. Ça coûte, ça a du gros salaire, ça. Ouais. C'est du gros salaire et visiblement Houston a des grosses attentes aussi. C'est des jeunes et un pic. Ils ont raison, ils ont saccagé Harden pour ça. Donc à un moment donné, tu es obligé de le rentabiliser énormément. Enfin, littéralement, ils ont eu que Oladipo contre Harden. Donc je peux comprendre qu'ils attendent autre chose que, on va dire Kuzma Schroeder. Voilà. Enfin, moi je ferais la gueule. Si j'étais fan des Rockets, c'est que je me retrouve à trade Kuzma contre Harden, je ferais vraiment la gueule. Ça pourrait être pire. Luke Kennard, par exemple. Ça... Je suis désolé. C'est vrai que c'est vrai qu'en plus concernant Oladipo, quand tu vois ce que réclame ne serait-ce que le Magic pour leur Hall of Famer Aaron Gordon,
tu te dis les franchises qui ont des joueurs qui ont un peu de valeur comme Nola avec Lonzo par exemple ou les Rockets avec Oladipo, parce que Oladipo tout le monde s'imagine qu'il a pas une grosse valeur parce qu'il a pas brillé là pendant les matchs où les Rockets étaient claqués, mais enfin il faut remettre tout ça aussi dans son contexte, tu vois. Pour moi Oladipo c'est encore un joueur qui a énormément de valeur et il fait vraiment passer un cap en tant que contender pour aller chercher un titre, quoi. Et je pense que les mecs, même si les Rockets c'est géré d'une façon très bizarre pour ne pas dire très mauvaise, je pense qu'ils le savent aussi bien que nous. Donc Oladipo c'est mort, hein. Tu vois, moi, le seul package que pourrait accepter les Rockets de notre part, ça serait, alors il faudra envoyer Schroeder, il faudra envoyer Caruso, il faudra envoyer THT, il faudra envoyer Kuzma et un pick, tu vois, un truc comme ça. Peut-être Schroeder en moins, mais tu vois, c'est au moins, en tout cas on va pas se leurrer, c'est que si on veut aller dans des trades où la contrepartie c'est un jeune joueur prometteur ou des picks, on n'a pas 36 solutions chez nous, c'est THT ou Kuzma, et je dis Caruso parce que Caruso c'est un peu la cerise sur le gâteau quand même ça me ferait vraiment chier de le trade, mais on va dire que c'est quelqu'un qui a quand même de la valeur dans l'effectif. Ouais, c'est une jolie monnaie d'échange. Voilà. Tout le reste pour moi ça a valeur zéro. Ouais. Tu trades pas pour la fin de contrat de Schroeder, tu trades pas pour la fin de contrat de Harrell, tu trades pas pour Gasol, et moi je parle même pas du duo de superstar évidemment, mais tout le reste si, il y a KCP, il reste KCP, mais je sais pas quelle est aujourd'hui la valeur de KCP par rapport à ces performances-là. On va peut-être envoyer sur la free agency. J'avais deux petites questions juste qui n'ont pas été posées par les fans. Enfin, deux petites questions, deux petits points. Il faut savoir que Oladipo, visiblement, ce qui ressort, c'est que les GM jouent à qui proposera l'offre la plus pourrie pour voir si Houston va accepter, puisque visiblement la cote elle est pas si haute que ça, et en tout cas les GM l'estiment pas énormément. Okay. Et la deuxième, on a évoqué Caruso, on a évoqué THT. Petite question, lequel doit partir si on doit choisir entre les deux? Entre Caruso et THT? Ouais. Putain, mais ça c'est des questions. THT doit partir. Tu t'avais fait, je rebondis, Adrien, t'avais fait un thread pour parler des contrats et des futures prolongations possibles. Oui, c'est vrai. En début d'année. Oui. Et ouais. Et donc toi, Nas, THT ou Caruso? THT ou Caruso, ouais. Moi là, aujourd'hui, dans une optique d'aller chercher le back-to-back, franchement, je garde Caruso. Hein. Vu comme il impacte notre équipe, là, j'ai encore revu les stats il y a pas longtemps. Il fait toujours partie des joueurs au top au niveau du net rating comme la saison dernière. C'est un joueur trop important pour nous. C'est ça. On sait être champion avec Caruso. Ouais, c'est ça. Et en contrepartie, les GM adverses vont chercher avant tout l'upside. Et l'upside de THT est largement plus élevé que celui de Caruso. Honnêtement, moi je serais pas étonné si tu vois, dans une équipe bien fanée de type, je sais pas moi, au hasard Sacramento, tu vois, un mec comme ça, il devient dépositaire, tu vois, en première ou deux, enfin en deuxième ou troisième option, il peut lui trouver ses 20 points, 25 points assez rapidement. Il y a vraiment un gros potentiel. Mais donc c'est pour ça que je dirais au revoir à THT. Ouais, très bien. Il est trop impactant et puis ça a pas beaucoup baissé quoi depuis la saison dernière. C'est-à-dire que c'est en défense c'est toujours ça, en attaque c'est toujours pas ça, mais de toute façon on s'en fout parce que c'est pas pour ça qu'il est là. Mais en défense c'est trop fort quoi, c'est trop important. Ouais. C'est trop important. Donc à un moment donné, faut regarder aussi quels sont aussi nos avantages à nous en tant que Lakers, plutôt pas nos avantages, on va dire nos points forts. Notre point fort, c'est la défense. Et Caruso, il est vraiment une des pièces maîtresses de tout ça, quoi. Il n'est pas la seule, mais il en est une. Donc ouais, moi je garderai Caruso. Je vous propose, messieurs, d'enchaîner sur la trade deadline, si ça vous dit. Ouais. Puisqu'on est enfin arrivé dans la période bénie où la tension et les espoirs de chaque fan au sortir du All-Star Break s'accentuent. Cette année, la date butoir, donc c'est dans 2 jours, c'est le 25 mars à 3h de l'après-midi côte Est. Et on a vu plusieurs noms des Lakers évoqués, donc des noms de joueurs faisant partie de l'effectif qui pourraient partir, des noms de joueurs qui pourraient arriver. Le premier qui a été cité, étonnamment, c'est Montrezl Harrell. Oui. Charlotte ayant sondé le front office des Lakers à son sujet, et front office qui n'a pas fermé la porte. Ouais, intéressant. Je ne vois pas ce qu'on irait chercher aux Hornets personnellement, mais... À part Grand Thriller, je vois. Tu sais, le mec il lâche rien pour quelqu'un qui joue même pas en G-League, super. C'était mon tweet il y a un jour, j'ai exactement répondu la même chose. Ouais.
Non, mais ouais. Après, on n'est pas obligé de faire un focus sur Charlotte, mais on peut faire un focus plutôt sur Harrell. Sur Montrezl Harrell, qui a un contrat, donc qui a signé avec la Mid-Level Exception, donc à 9,8 millions la saison en 1+1. Donc c'est-à-dire qu'il y a une player option pour l'année dernière et pourra décider de devenir free agent cet été ou pas. Et donc qui a parfaitement profité de la situation des Lakers pour garder une cote assez élevée finalement en sortie de banc. Parce qu'il est un joueur valuable aussi. Hein. Ouais, totalement. C'est ce qu'on disait sur la conversation là, c'est dernièrement, Harrell, c'est 20 points, 7 rebonds. Il remplit parfaitement le taf en l'absence d'Anthony Davis. Il fallait un scoreur en sortie de banc pour apporter et pour essayer de compenser, mais là il est là. C'est le JC de l'intérieur. Ouais. Tu mets n'importe quelle configuration, il mettra ses points. Ça. Et en plus, lui, il les met sur une efficacité insolente, quoi. C'est ça aussi qui est fort, c'est qu'il est quand même très très propre. Et mine de rien, j'ai l'impression qu'il a quand même un peu step up son game aussi. Hein. Là, ça lui arrive de prendre des tirs un peu plus. Il prend plus l'extérieur, je trouve, qu'à l'époque avec les Clippers, où il avait un rôle qui était quand même, je trouve, super cantonné, vraiment dans la restricted area limite, quoi. Là, il s'étire un peu plus. Tu le vois rentrer des jumpers, ligne de fond, pas à 3 points, mais pas trop loin non plus, tu vois. Donc c'est un joueur qui a progressé. Hein. C'est un joueur qui a progressé et mine de rien, son intégration, elle est parfaite. De toute façon, Harrell, c'est comme tu disais, tu parlais de JC, c'est vraiment le type de joueur plug and play que n'importe quel équipe a envie d'avoir dans son équipe, quoi. C'est ça. Mais je vois pas par contre, vraiment, je vois pas quelle est sa valeur marchande. Je vois pas non plus, mais tu vois, typiquement, c'est intéressant. Tout à l'heure, je pense que c'est important. Plutôt que de trop parler sur Harrell, puisque finalement, il n'y a pas grand chose à dire, puisqu'il n'y a pas eu de package pressenti où on enverrait Harrell ou bien une franchise réclamerait Harrell. Clément, à moins que je me trompe, mais je crois pas qu'il y en ait qui soit sorti. Non. On peut plutôt parler des joueurs potentiels autres que Oladipo qui seraient susceptibles de venir aux Lakers, toujours pas dans les buyouts, mais toujours pour la trade deadline. Par exemple, Brogdon qui est tombé tout à l'heure, la news est tombée tout à l'heure. Je sais pas ce que t'en penses, quand même. Ouais, entre autres, parce qu'il y a en fait. Comme d'habitude, à cette période, il y a environ 300 joueurs qui sont envoyés dans n'importe quel coin du pays. On pense notamment à Evan Fournier qui a été envoyé dans 28 franchises depuis une semaine. Là, c'est chaud. On attend l'annonce du côté des Lakers. Mais ouais, Brogdon, qui visiblement, Indiana sonderait le marché pour Brogdon. Au niveau des meneurs, il y a aussi Lonzo Ball, messieurs. Je sais pas si vous connaissez ce joueur. Ouais, je le connais. Est-ce que Brogdon, franchement, Venu, on pose la question. Aujourd'hui, t'envoies Schroeder pour Lonzo ou pas? Qui, moi? Je me pose la question. À moi, tu poses la question? Talking to me. Non, parce que franchement, c'est une question qui existe, hein, mine de rien. Ça n'arrivera jamais, il y aura jamais de trade, mais c'est pas impossible. Je pense que je le fais, ouais. Ouais, je pense que parce que mais je sais pas quelle est la part de moi qui a envie d'avoir raison sur Lonzo Ball qui fait le trade. Tu vois, c'est ça le. Ouais, il y a ça aussi. Et je me souviens de comment ça s'est passé la cohabitation avec LeBron et je me dis est-ce que ça va vraiment marcher, tu vois. Donc ça marchait pas aussi bien que Schroeder et LeBron. Faut être franc. Même si Lonzo, tu vois. Parce que Schroeder, de toute façon, tu lui passes la balle, il va faire un truc avec. Alors le jeu de Lonzo, il est un peu plus subtil que ça et il a besoin peut-être d'une équipe où c'est un poil plus collectif, où il y a un poil plus quand même de mouvement et voilà, c'est ça. Donc je sais pas, mais par contre je reste persuadé que c'est un excellent profil de meneur et un profil de meneur unique dans cette ligue. Quelqu'un de très grand qui est capable d'accélérer le jeu, qui n'a pas besoin d'avoir la balle entre les mains, qui s'est amélioré à la finition, qui s'est amélioré à 3 points, honnêtement, ça a de la valeur. Ouais, carrément. Et puis c'est pas un podcast Lonzo Ball, donc voilà, on va pas non plus. Non, voilà. Si tu veux, le truc de Lonzo Ball, c'est que dans pas mal d'équipes, c'est la pièce qui te permet de passer de très bonne équipe à prétendant au titre. Ouais, tu vois, pour moi, c'est ça, tu vois, dans mon esprit. Typiquement, tu vois, c'est peut-être le mec qui est, pour les Sixers, boum, tu vois, il a fait passer le dernier palier pour être vraiment, tu vois, costaud dans la discussion. Mais nous, c'est pas vraiment la pièce dont on a besoin. C'est ça le problème. Peut-être cet été, ceci dit. Peut-être cet été. Un handicap. On n'a pas d'argent. Ça passe forcément par un trade. Par trade, j'entendais, ouais. Ouais, c'est-à-dire il faudrait un double sudden trade. Il faudrait prolonger Schroeder pour. Ça me paraît c'est compliqué. Ouais. Mais je le ferai
mais ce serait plus par émotion que je le ferais, tu vois, dire, on le fait revenir. Clairement. Moi aussi, je le ferais, mais par émotion, comme tu dis, par biais, parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Non, mais pour être un peu plus sérieux, on peut peut-être parler de Brogdon éventuellement. J'allais poser la question, je vais rebondir sur une question qu'on nous a posée, c'est Erwan qui nous demandait qui sont les joueurs intouchables aujourd'hui aux Lakers, et si on pouvait choisir un seul renfort, vu que tu proposes Brogdon, je rebondis dessus. Selon vous, les joueurs intouchables, si ce n'est LeBron et Anthony Davis qui ne devraient pas partir des Lakers? C'est dur à dire parce que du coup, moi j'aurais bien mis Dennis Schroeder et Harrell, mais bon, en fait, on se rend compte qu'ils sont dans que les Lakers écoutent les opportunités. Ouais. C'est quoi la contrepartie? Tu vois, c'est la contrepartie. Honnêtement, c'est la contrepartie, c'est Kevin Durant. Mais j'envoie tout le monde, je m'en fous. Oui, c'est ça. Ça reste logique d'écouter les offres des joueurs, et si ce n'est pour améliorer l'équipe. Après, c'est sûr que ça semble peu évident vu la situation financière des Lakers actuellement d'avoir un trade où ils seraient gagnants et. Techniquement. Seul, éventuellement, franchement, en vrai. Qui est intouchable. Ouais. Moi, je te rejoins sur Caruso, tu vois, par exemple, Nas. Oui, Caruso, oui. Pour moi, c'est lui le joueur que tu dois pas échanger. Ouais. Sinon, tu te flingues, on va dire, ton équilibre défensif et une partie de l'âme de l'équipe. Ouais, il y a Caruso. Effectivement, il y a Caruso, qui est le talisman, effectivement. Clem, t'en penses quoi? Il y a Jared Dudley aussi. Et Costas Antetokounmpo, mais pas pour les bonnes raisons. Non. Putain. Et je te mettrai Markieff Morris aussi. Je pense aussi qu'il y a un joueur que tu ne peux pas trade parce qu'en playoff, ça a trop de valeur. Ouais. Markieff Morris. Non, mais Markieff Morris, c'est. Tu vois, tu parlais de Caruso, justement, comme joueur ultra valuable pour aller chercher un titre. Ou tu parlais, pardon, de Lonzo Ball comme joueur qui te font step up ton équipe. Alors, c'est pas du tout le même profil et c'est pas du tout ils ont pas du tout la même valeur dans un équipe, mais d'un point de vue symbolique, c'est la même chose pour moi, Markieff Morris. C'est le genre de joueur, faut pas t'en séparer. Pas t'en séparer maintenant. Déjà, on n'a pas le luxe d'avoir 15 000 wings, faut aussi dire la vérité. On est plus à la recherche plutôt que dans un moment où il faut s'en séparer. Donc il y a aussi ça qu'il faut évaluer. C'est si tu sépares des joueurs, si tu veux te séparer de certains joueurs, si tu veux les considérer plus comme intouchables, il faut absolument que la contrepartie soit un joueur de ce même profil, parce que voilà, on parlait de joueurs à l'aile. Là, on parlera peut-être un peu de Drummond un peu plus tard, mais réellement, ce qui manque à cette équipe, c'est un ailier capable de défendre. Et Markieff Morris, même si c'est pas un excellent défenseur, c'est pas un trou non plus, et c'est l'un des rares qui jusqu'ici nous a donné satisfaction à ce niveau-là en play-off en tout cas, tu vois. Et en plus, sa complémentarité avec AD est plutôt bonne quand on sait très forte, quand on sait que ça a bien marché pendant les play-offs de la saison dernière. Pour moi, effectivement, je suis d'accord, Adrien, Markieff Morris est un intouchable. Markieff Morris et Alex Caruso pour moi. Tu vois, ces quatre-là. Ouais. Tu mets une rotation de 3 joueurs autour, à peu près n'importe qui peut mettre des 3 points, ça passe. Tu vois, tu peux aller loin en play-off avec ça. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, je suis d'accord. Clem? Ouais, totalement. J'essaie de sélectionner des questions au fur et à mesure. On garde André Drummond pour un peu plus tard. Tu vas parler de Brogdon? Brogdon, Aaron Holiday aussi. Aaron et Justin, on prend les deux. Non? Non, visiblement, Indiana a décidé de sonder le marché pour tout le monde. Messieurs. La rumeur Miles Turner. Ouais, qui a été envoyé partout aussi. Ouais, qui a été envoyé partout, c'était pas qu'aux Lakers, effectivement. Pour rebondir sur les joueurs intouchables, il y a Taïeb qui nous avait écrit, qui demandait si le FO avait fait signer des extensions à KCP et Kuzma pour mieux les trade et ne pas les perdre contre rien. Est-ce qu'un trade de KCP reste possible avant la deadline? KCP qui aurait encore visiblement une valeur puisque des GM s'intéresseraient à lui, selon Windhorst. Bon, Windhorst qui parfois dit aussi un peu tout et son contraire. C'est pas the big référence. Non, mais il a zéro source. Oui, la seule fois où il a eu un peu de bonnes infos, c'est effectivement quand LeBron allait signer à LA. C'est un peu la seule fois où il a, voilà, visiblement il avait 2-3 infos. Si ce type, historiquement, tu vois, faut dire, faut être honnête là-dessus. Non, par rapport à KCP, bon, il y a eu un report comme quoi les Lakers écouteraient les offres pour KCP. Et bon, tu l'as dit tout à l'heure, il y a aucune raison à ce que les Lakers raccrochent au téléphone dès qu'on leur propose dès qu'on leur parle d'un joueur pour un potentiel trade, d'un de leurs joueurs pour un potentiel trade. Ceci dit, généralement, quand une équipe fait savoir qu'elle écoute les offres pour un joueur, généralement, c'est quand même assez sérieux. C'est-à-dire que c'est venez discuter avec nous, on a quelque chose pour vous, quoi. Ouais, je rebondis sur Windows, du coup, pour rappel pour les auditeurs, Chris Haynes, Shams Charania et Woj quand il est dans un beau jour.
Ce sont les seules références à écouter du coup. Oui, absolument. Si, bon, il y a qui est pas mal aussi. Ouais, il faudrait préciser une chose. Woj et Shams, il faut les écouter une fois qu'ils annoncent les trades. C'est ça. Parce qu'avant, ils n'ont pas les infos non plus. Hein. Non, c'est pour ça. Woj dans un bon jour, Woj quand il n'enregistre pas son podcast, quoi. Ouais. Non, mais si, après, dans les joueurs qui. Ouais, il y a Mark Stein, je sais pas si tu l'as cité, j'ai déjà oublié, je crois. Non, j'avais cité Chris Hayne et Mark Stein, c'est solide, tu vois. Mark Stein, c'est quand même relativement solide. McMenamin, c'est solide aussi. Il y a quand même deux trois mecs assez bons. Bon, il y a l'Infamous Brad Turner aussi de temps en temps qui a deux trois petits biscuits, tu vois. Mais Windhorse, il est pas top tier dans les informations par rapport à la trade deadline ou par rapport au buyout. C'est comme Chris Broussard. Ouais. La comparaison est un peu bâtarde quand même, parce que franchement, au niveau de Chris Broussard, c'est que t'es vraiment une salope, mais oui, il y a effectivement un peu de ça. Ouais. Petite question, du coup, il y avait une question, j'essaie de trier, hein, toujours pareil. Terry, le Hood, qui nous demande si la rumeur 13 est fondée, ça voudrait dire qu'on pourrait signer LaMarcus Aldridge et Drummond en cas de buyout. Si oui, ce serait vraiment une plus-value pour l'effectif? Non. Aldridge, je vais te laisser étayer, mais comme toi, moi, je suis pas pour empiler des noms, quoi. Pour moi, c'est pas ce qui c'est. Aldridge, il est moins bon en attaque que Harrell, on va dire dans le sens moins bon efficace en termes il est moins efficace, et en défense c'est une catastrophe. Ouais. Et Drummond, c'est pas loin d'être la même chose, donc non et non. Ah ouais, toi Drummond, c'est mort pour toi Aldridge. On va le prendre pourquoi en fait? Pour faire le rimrunner. Ok. Et certains espèrent d'avoir un All-Star qui tourne en 20-20 tous les soirs avec une excellente défense. Je pense qu'eux ils vont tomber de haut à mon avis. Non, ben c'est ce qu'on évoque sur le compte aussi. Ça peut être sympa si tu piques et il y a d'autres franchises qui seront intéressées par Drummond et tu le voles, tu le lock, c'est cool, mais je suis pas sûr que ce soit un atout indispensable pour notre roster en vue des playoffs, et je préférais largement trouver un ailier fluendy sur le marché des buyouts que Drummond. Mais bon, visiblement Drummond est intéressé par Los Angeles. Sur les 48 minutes qu'on va devoir donner au poste de pivot en playoff, allez, on va dire que tu vas en donner entre 10 et 15 à Gasol, pareil entre 10 et 15 à Maurice, et le reste à Eddie. Tu le mets où Drummond dans cette équation-là? Ouais, remarque, je l'ai vu remonter le ballon, Drummond, ça peut faire une pile à la manne. Non, mais après, faut aussi être réaliste. Hein. Si Drummond est coupé et qu'il signe aux Lakers, ce qui quand même semble se profiler, hein, Adri, que tu le oui. Ça sent Drummond aux Los Angeles Lakers. À mon avis, ça sera frigo pour ne pas dire au revoir Marc Gasol, parce que sinon aucun intérêt de le signer, quoi. À moins comme disait Clément, pas qu'il soit signé ailleurs, quoi, finalement. Pour moi, c'est un downgrade par rapport à Gasol, à Drummond. Ah, merci Adrien. Merci de ton retour. Non, mais sans déconner. Drummond, c'est un trou noir sur la création. C'est un trou noir au shoot. En défense intérieure, c'est inexistant. Alors, il va prendre des rebonds. Mais dans ce cas-là, si la qualité, c'est juste prendre des rebonds, il y en a plein d'autres, des joueurs à prendre et qui prennent des rebonds. Voilà. Autant prendre, autant rester avec ce type de joueur-là. Hein. D'autant plus que je sais que Gasol, dans sa sélection de shoot, ça restera, pas un faire valoir, mais c'est une 4e ou 5e option. Drummond, il lance ses ballons sur ballon, il fait un peu n'importe quoi, il joue son jeu à lui et c'est pas forcément efficace et c'est pas forcément pour l'équipe, quoi. C'est ça, il a typiquement le profil de la personne qui va arriver avec la mentalité de la première option et donc il va aller au panier coûte que coûte. Ouais. Gasol, au moins, il est propre dans la sélection. Il prend les tirs qu'on lui laisse. Après, quand il est totalement ouvert avec 5 mètres devant lui, ou quand il voit qu'il a un mismatch au poste avec un mec avec un meneur de 1m90, et là, il va commencer à travailler au poste. C'est ça les tirs, sa sélection de tirs. Et c'est tout ce qu'on demande pour quelqu'un qui est poste 5 et qui est, comme tu dis, 5e ou 6e option de l'équipe. Après, moi, je serais vous, je ne je ferais pas trop une surréflexion par rapport à Drummond ou même par rapport à Griffin, puisque c'est un peu finalement le même type de buyout. Enfin, bon, en l'occurrence, oui, c'est le même type de joueurs, c'est-à-dire c'est des joueurs qui sont plutôt sur la pente descendante, des gros noms qui sont sur la pente descendante. C'est typiquement le genre de joueurs s'ils sont signés dans une équipe comme les Lakers pour Drummond ou comme Griffin pour les Nets, qui si ça se passe mal ou s'il y a un soupçon de trucs, c'est frigo direct, quoi. Enfin, je veux dire, moi je suis pas inquiet par rapport à tout ça. On a bien vu la saison dernière quand on a voulu faire taire Waiters, comment ça s'est passé, hein. Quand on a voulu faire taire Waiters n'a plus jamais parlé
parler, Waiters n'a plus jamais vu un ballon. Donc, je veux dire, j'ai pas peur, moi, de signer Drummond en me disant il arrive avec la mentalité de machin et tout. Je me dis, de toute façon, si ça colle pas et si c'est pas bon, les Lakers le foutront au frigo et c'est comme ça, quoi. Oui, et c'est un peu comme Dwight Howard, on était les premiers à dire attention à sa mentalité. Il n'avait pas un jeu pour correspondre à Los Angeles. Finalement, il s'y adaptait. Le souci, c'est que est-ce que Drummond a les qualités pour faire du du Dwight Howard en sortie de banc? Non. Non. Je suis pas convaincu. Non, et 100 fois non. Sinon, il aurait déjà été triple défenseur de l'année, Drummond. De qui on parle? Non, mais oui, de toute façon. À un moment donné, tu veux dire, Dwight, on lui a manqué de respect pendant certaines années, mais il faut voir le joueur qui était quand même quand il est à Orlando. Ouais, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'on peut regarder le joueur qui était Drummond aux Pistons? C'est un mec quand même qui s'est fait laver par Jordan Hill. Voilà. Attention. Non, mais de toute façon, ça nous prendra beaucoup plus que 20 minutes sur un podcast pour déconstruire l'image de Bill Russell que les gens se figurent par rapport à André Drummond. Ça prendra plus d'un podcast. D'accord, mais là c'est la mort du respect, quoi. Alors là, même pour les Celtics, c'est de la putain. Mais non, mais je dis ça, je grossis le trait, mais c'est vrai que beaucoup s'imaginent que André Drummond, effectivement, c'est une énorme assise défensive, une énorme protection de cercle à proprement parler. Moi, je suis de votre avis. Je suis de votre avis sur le fait que ce soit pas ça défensivement et qu'il prend beaucoup de rebonds. Mais prendre beaucoup de rebonds, c'est comme mettre beaucoup de blocs. Ça signifie pas que t'es un bon défenseur. Si ça se saurait si c'était le cas. Bon. Mais moi, je suis quand même plus pour la signature de Drummond que vous. Je vais pas vous mentir. Moi, je serais pas contre qu'il vienne. Non, mais je pense que c'est quasiment acté. Enfin, sans pro, visiblement, le joueur est à Los Angeles. Il attend tranquillement son buyout. Il fait des clins d'œil dans tous les sens. Je pense que c'est acté. Mais je pense, ce que dit Adrien aussi, pour reprendre, c'est que faudrait pas surestimer l'impact. Non, mais oui. Faudrait pas le voir trop beau trop vite, en fait. Oui, surtout que les gens, tu vois, les gens qui sont aveuglés par la stat brute. Je veux pas cracher contre la stat brute, mais il faut rappeler que ce mec-là fait il met 13,5 rebonds, c'est très bien, mais il joue quoi? Une demi-heure? Il va arriver chez nous, il va jouer à minima moitié moins. Ouais, bien sûr. Donc ça va être quoi le rendement? Ouais, c'est clair. Non, mais le problème, si tu veux, c'est que tu parles de stat brute. On a quelques initiés quand même qui nous écoutent et qui, avec le temps, on finit par comprendre que la stat brute c'est bien, mais finalement il faut la stat brute, faut vraiment plus la remettre dans un contexte qu'autre chose pour vraiment pouvoir l'interpréter un minimum. Mais bon, t'auras toujours la majorité qui va te dire Gasol, regardez, il fait des lignes de stats où il finit à 0 points, 2 assists, 1 rebond, c'est inacceptable, machin et tout. Et malheureusement, tu pourras pas lutter, ni moi, ni vous deux, contre ça. C'est la pensée générale. La pensée générale veut que Drummond soit un immense protecteur de cercle et que Gasol soit une merde parce que Drummond prend 10 rebonds par match depuis 20 ans. Mais bon, comme tu dis, il y a des limites à tout cela. Il y a un contexte. Il y a un contexte d'abord d'où est-ce que vient le mec, et ensuite te projeter avec le mec dans ton équipe et voir comment ça va se passer. Mais vas-y, pardon. Non, mais moi, pour finir, effectivement, tout ne porte pas à croire que Drummond va être le Bill Russell de cette saison. Voilà, pour reparler du bon vieux Bill, qui en plus n'a rien demandé, qui est une crème dans la vraie vie. Non, mais à part ça, moi, l'expérience sociale Drummond, je l'attendrais bien, tu vois. On a réussi à gagner un titre avec Rajon Rondo et Dwight Howard. On peut gagner un titre avec Andre Drummond, quoi. Tu vois, voilà. Donc moi, je suis pas contre dans l'absolu. Mais vraiment, je reviens sur le fait de défendre Marc Gasol. Marc Gasol surtout, même s'il a des pourcentages qui sont quand même pas terribles à 2 points, comme Drummond. Au final, sur l'offensive, c'est plus haut, c'est meilleur aussi au lancer franc. Sur la création, tu vas te dire, c'est que 2 passes, mais derrière il perd moins un ballon par match. Alors qu'au Drummond, les turnovers, c'est 3,2 par match. Là, pour un pivot, c'est énorme. C'est monstrueux, quoi. Tu vois, je veux dire, si tu perds 3 ballons par match, j'espère que tu mets 7-8
défaciste. Et spoiler, c'est pas le cas de Drummond. Hein. Non. Ouais. Donc, je vois pas de. C'est vrai, ça serait vraiment l'erreur de casting globale. Non, mais et après, avec beaucoup de frustration, soit pour les fans des Lakers, quand ils vont se rendre compte du type de joueur qu'il est, et ramené à, tu vois, une sorte de Okafor, un pôle plus riche, et encore que, je sais pas. Et ça serait une grande désillusion pour Drummond lui-même quand il va se rendre compte qu'il va jouer que 5-10 minutes parce qu'il ne sert à rien dans cette équipe-là. Si on veut continuer dans le degré zéro de l'analyse, Nas, tu en parlais tout à l'heure des stats bruts. Ouais. Si on va par là, Marc Gasol fait plus de contres cette année qu'André Drummond en jouant 9 minutes de moins. Hein. Ouais. Donc bon, je veux dire, bref. Drummond, là où il peut apporter, c'est. Mais je parlais aussi, excuse-moi, je te coupe, mais pour finir, je parlais aussi des gros arguments d'autorité qui sont balancés à chaud par les Lakers fans en permanence, qui serait que on se fait soulever au niveau des rebonds, on se fait soulever en défense, on se fait soulever à l'intérieur, et Drummond c'est le sauveur parfait pour tout ça. Mm-hmm. Nous, notre avis là-dessus, de toute façon, il est clair et net. On regarde pas le basket par le spectre des stats bruts de certains joueurs, et puis on sait par les stats et même par l'eye test que tous ces espèces de gros arguments d'autorité sur les Lakers sont faux, et que c'est peut-être des choses que disent certains médias parce qu'ils ont pas le temps d'analyser réellement ce qui se passe aux Lakers, mais effectivement pointer Drummond comme l'antidote à tous les points faibles des Lakers, c'est complètement de trucs quoi. C'est ça, mon Dieu. Mais c'est comme pour le cas à Aldridge, je pense même que il vaudrait mieux qu'ils aillent ailleurs pour aller, tu vois, empoisonner un autre roster plutôt que le nôtre. moi j'en suis quitte à radical, je serais presque prêt à penser ça, tu vois. Parce qu'honnêtement, ok, s'il vient pas chez nous, il va où? Drummond Ouais, à Brooklyn. Mais qu'il y aille. Vas-y, va à Brooklyn, vas-y. Ah, super, allez-y, recomposer Drummond Griffin, ça va être super bien, quoi. Ça a vachement marché aux Pistons. C'est sûr qu'au net, ça va marcher, ouais. Il y avait une rumeur d'un contrat Onyx aussi, d'un juteux contrat Onyx. Mais pareil, va. T'as les pauvres. Pour le moment, juste l'année, vous allez retrouver les playoffs. Tu vois, tu leur fous ça dans les pattes. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est vrai que c'est intéressant qu'on en ait parlé, qu'on ait longtemps débattu sur Drummond, qui sera probablement à Lakers, quand au prochain record du prochain pod, hein, faut dire la vérité, mais c'est intéressant qu'on en ait parlé parce que c'est vrai que il a quand même beaucoup de défauts, ce joueur. Il a quand même beaucoup de défauts. Et c'est des défauts qu'une lecture de box score ne te dit pas forcément. Une lecture de box score avec une lecture de stat brut ne te dit pas forcément. Et bon, voilà. Espérons s'il vient aux Lakers, je le dis un peu en mode médium, en mode voyant. Espérons que ça casse pas tout, quoi. Mais voilà. Je vais un peu paraphraser ou en tout cas légèrement modifier la question de Bounce Avenue qui disait: si le deal avec Drummond, sous quelle forme qu'il soit, ne devait pas se faire, vers qui vous devriez vous réorienter? Messieurs, est-ce qu'il y a un joueur, que ce soit par buyout, surtout par buyout du coup, puisqu'on a parlé des trades avant, est-ce qu'il y a un joueur sur le marché des free agents qui vous plairait bien en termes de fit, en termes de niveau? Si vous voulez, moi je serais pas à retenter, alors je sais pas où il en est, mais Cousins. Toi, si vous voulez quelqu'un qui veut bouffer des ballons à l'intérieur mais qui peut faire bien d'autres choses au périmètre et à la création et qui est tout aussi bon rebondeur, sinon meilleur que Drummond, moi je serais pas à retenter Cousins. Moi dans l'optique où tu gardes Harrell et Gasol, Cousins il sert à rien pour moi, franchement. Mais Drummond il va faire quoi de plus que... non, mais je suis pas en train de dire que Drummond est du coup la solution parfaite, hein. Non mais à ce moment-là, entre les deux, tu vois, qu'est-ce que Drummond ferait mieux que Cousins? Qu'est-ce que Drummond ferait mieux que Cousins? Les rebonds, parce que statistiquement c'est quand même solide, tu vois, c'est beaucoup de rebonds, il en prend beaucoup, mais hormis ça, mais de toute façon c'est sa qualité première à ce mec, hein, c'est d'être l'un des plus gros rebondeurs, je vais pas dire de l'histoire de la NBA, mais statistiquement un immense rebondeur, quoi, tu vois. C'est sa qualité première. Maintenant, ouais. Là tu me... Mais oui. Ok, attends, je regarde. Ok, à peu près pour voir où on en est. Je regarde juste sur le rebond percentage entre Drummond et Cousins pour voir si... Ouais. Mais vas-y, je t'en prie, continue. Non, mais du coup... En termes de pivot, en termes de profil de pivot, il y avait des Wayne Edmonds aussi. Ouais, il y avait où il en est. C'est pas où il en est. C'est au-dessus. Ouais, non, tu as raison. Là, c'est quand même au-dessus sur le globalement, c'est vraiment les rebonds offensifs qui le mettent bien, quoi. Ouais, carrément. C'est là-dessus où il est devant, il est bien devant Cousins. Ouais. Maintenant, bon, est-ce que je... Ok. Donc le rebond offensif. Moi, retenter l'aventure Cousins, franchement, je suis pas convaincu. Moi, le passage aux Rockets m'a vraiment fait comprendre définitivement que ce mec-là, malheureusement, il n'a pas sa place dans une équipe de contender. Ou alors sur des minutes
très limité avec un fit pile poil parfait aux petits oignons, ce qui n'est pas le cas pour les Lakers en l'occurrence, à mon sens. Ouais, après, quand même, le contexte des Rockets dans lequel il arrive, il est particulier. Ouais, c'est sûr. Il arrive, il y a le feu à la maison. Ouais, bien sûr. C'est peu de le dire. C'est pas la même discipline que les Lakers sous la férule de LeBron James. Ouais, c'est sûr. C'est d'ailleurs il y a pas longtemps, une petite aparté, une petite digression. J'ai vu un article en fait sur les passes droits. Enfin, comment ça se passe justement aux Rockets. Et à l'époque de Harden, les entraînements, les retards d'entraînement, les retards pour les avions, et tout, comment fonctionnait l'organisation. Et tu te demandes comment les mecs ils ont tenu aussi longtemps, quoi. Ouais. C'est impressionnant. Est-ce qu'il y a d'autres profils qui vous plairaient? Excuse-moi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui m'intéressent? Est-ce qu'il y en a, toi, qui t'intéressent? Oui, comme j'ai dit, c'était le profil d'ailier. Ouais. Là, comme ça, celui que je voyais à peu près, qui correspond, c'était Glenn Robinson, d'avoir où il en est avec son genou. Oui, je suis d'accord pour Glenn. On sait qu'il avait été évoqué côté Los Angeles, il avait intéressé aussi les Clippers, et finalement, il a signé à Sacramento. C'est bien. Deux franchises californiennes sur ses côtes, il signe dans la plus pétée. Mais bon. Adrien, est-ce que tu as d'autres profils si ce n'est des Marcus Cousins? Non, mais après moi je pense qu'on n'a pas vraiment de profil manquant dans cette équipe-là. Tu vois, alors, je sais pas si c'est peut-être un péché d'orgueil, mais vu la free agency que l'on a faite, enfin pour moi dans mon esprit, on avait fait une telle free agency que normalement c'est pas, tu vois, on ne devrait pas être en chien là à la trade deadline et sur le marché des buyouts. On ne devrait pas être aux abois pour trouver. C'est un peu ce qu'on a tendance à répondre avec Nas quand on pose la question, qui disent quel profil prendre, etc. On dit à la limite un free and D sur l'aile parce que justement on sait pas trop si Markieff Morris à l'époque était pas en forme, s'il fallait le remplacer à lui en playoff et Wesley Matthews, mais théoriquement, si ces joueurs sont au niveau escompté, il n'y a pas de trou, ou en tout cas. Voilà, c'est ce que je veux te dire. Moi, la priorité pour moi, c'est redonner de la confiance et rehausser le niveau des mecs qu'on a recrutés cet été, ou prolonger cet été, avec notamment les deux personnes que tu mentionnes, Maurice et Matthews. Si ces mecs-là retrouvent un petit peu leur niveau, qui tu vas aller chercher? Après, on va pas se mentir. Sur le buyout. Un ailier 3&D, comme disait Clément, capable sur certains match-ups de défendre dur contre des match-ups justement bien ciblés, et Dieu sait qu'il y en a cette saison qui pourraient se profiler devant nous. Je pense à Kawhi Leonard par exemple, et je pense à Kevin Durant. Ce serait pas du luxe non plus, quoi, tu vois. Il y a qui sur le marché d'équivalent? Bruno Camoflo, qui a 2 ans d'être à 2 ans. Non, mais voilà, mais c'est le seul luxe c'est le seul but pour moi de ces buyouts, c'est vraiment de prendre un profil pour certains match-up défensifs spécifiques sur lesquels pour lesquels on aurait mieux goût de pas trop galérer au playoff. Enfin, je te donne un scénario totalement plausible. Une finale NBA contre les Nets, tu vas déjà suffisamment galérer pour défendre contre Kyrie et Harden avec tes joueurs, même si c'est des bons défenseurs extérieurs, même si t'as Caruso, même si t'as Wesley Matthews, même si t'as comment il s'appelle, Schroeder, merci. Mine de rien, Kevin Durant, j'aime beaucoup LeBron, et Dieu sait que je le place dans ma All NBA First Defensive cette année, mais ce serait bien d'avoir quelqu'un d'autre, quoi. Non, mais pour moi, il n'y a personne qui peut défendre sur KD. À part, il n'y en a qu'un seul. AD aux Lakers, peut-être. Non, j'en dis Giannis, tu vois. Pour moi, il n'y a que Giannis qui peut défendre décemment sur Durant. Ouais, ça va être chaud pour le buyout, ça, par contre. Voilà, c'est un peu un long shot, ouais. Mais non, mais oui. Mais tu vois, mettre de la taille et du muscle contre Kevin Durant. On va faire que ça, ouais. Kuzma, il a la taille, il n'a pas les muscles. Et Markieff, il a la taille, il a un peu de muscle, mais il n'a pas la vitesse. C'est ça aussi, tu vois, c'était par rapport à ça. Mais ouais, mais sinon, à part ça, un peu comme vous, redonner de la confiance en fait à tous les joueurs qui finalement ont eu beaucoup moins de choses à faire, vu qu'on a eu une année un peu comme la saison dernière, très orientée sur LeBron et AD et Schroeder et Harrell du coup aussi. Je pense que ça va nous faire du bien, aussi à nous tous, quoi, à toute l'équipe. En résime, messieurs, malgré les rumeurs qui sortent un peu dans tous les sens, mais notamment, comme on le disait, entraîné par la blessure de LeBron James, oui, il n'y a pas le feu au lac, et cet effectif est construit pour aller jusqu'au titre. Il manque plus que les joueurs soient à leur niveau optimal. C'est ça. On passe au top flop, messieurs. Juste pour finir un petit truc, il faut comprendre un truc, c'est que si LeBron
où AD se pète avant les playoffs, il y a aucun joueur, il y a aucune solution aujourd'hui pour qu'on puisse gagner malgré tout en fait. Hein. Il faut se mettre ça en tête. Hein. C'est-à-dire que si on n'a pas de chance et que par malheur l'un des deux se pète et peut pas jouer les playoffs, on sera pas champion back-to-back et point barre. Et de toute façon c'était le deal. Quand tu signes LeBron James et Anthony Davis, malheureusement t'as pas et que t'en perds un des deux, voilà, c'est pas tout est My Team, hein. Un effectif NBA, tu le construis autour d'un duo. Si le duo n'est plus un duo, tout s'écroule et c'est comme ça, c'est la faute à pas de chance. Et d'ailleurs c'est ce qu'il faut prendre en compte pour relativiser aussi sur la blessure de LeBron. C'était pas de chance, quoi, tu vois. Typiquement Solomon Hill, il s'est fait tomber dessus. Moi j'ai pas l'impression que la play soit particulièrement dirty et qu'il le fasse exprès pour aller casser LeBron. C'est comme ça, c'est arrivé. Anthony Davis c'est pareil. Moi je pense même qu'on devrait même s'estimer heureux que ça arrive à ce moment-là de la saison plutôt qu'au début où on aurait pu avoir du mal au niveau du classement et après avoir eu un peu de pression, ou juste à la fin, juste avant les playoffs, en ayant cette incertitude que les deux ne soient pas là pour les playoffs. Là a priori ils vont l'être selon toute vraisemblance, donc soufflons et puis voilà, soyons patients en fait. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi je pense que c'est plutôt pas mal résumé. Oui, totalement d'accord. Ouais, on passe au top flop, messieurs. Est-ce que vous sauriez me donner un top là sur cette série de matchs? Ouais. Que dire? Moi, j'y vais en prems. Je te facilite la vie. J'y vais en prems. LeBron James. On va dire Harrell. Non. J'allais dire Markieff Morris. On l'a bien taillé depuis le début de saison à juste titre parce qu'il était hors de forme. Il se faisait soulever par des joueurs d'en face. Et il n'était pas capable de rentrer des shoots extérieurs. Visiblement, monsieur s'est réveillé au bon moment puisqu'il a remplacé au pied levé AD. Ouais. Et parfait dans ce rôle de free and D, même si sur les 2 derniers matchs, c'était pas trop ça, mais. Ouais. C'est plutôt satisfait du retour en forme de Markieff Morris. À vous. Harrell, je pense que j'enfonce un peu les portes ouvertes, quoi. C'est comme on l'a dit un peu en début de pod. Dernièrement, c'est vingtaine de points, grosse efficacité, des rebonds, des points importants, d'énergie. Light test pour le coup avec Harrell, il trompe pas, quoi. Et j'en parlais un peu sur le compte. Harrell, c'est le type de joueur, peu importe où il ira dans sa carrière, ce sera toujours un fan favorite en fait, parce que c'est des joueurs comme lui, il y en a plus beaucoup, hein, qui sont. Ouais, il triche pas. Ouais. Des joueurs comme lui, il y en a plus beaucoup, tu vois. Franchement, en NBA actuel, en NBA, là, aujourd'hui, des joueurs avec autant de passion que Harrell pour le jeu, tu vois, pour la gagne, pour la compétition, sans parler des superstars, tu vois, je vois peut-être des mecs comme Draymond Green, dans un projet totalement différent, tu vois, mais qui ont cette passion pour le jeu, mais sinon, quand tu vois à droite à gauche que ça skip des matchs pour se reposer, pour machin, pour truc, ouais, des mecs comme Harrell, on en a pas beaucoup, donc ouais, gros top et gros big up à 13. Adrien, est-ce que tu en as un ou on switch sur les flops? Ouais, switch sur les flops. Sur les flops, j'en vois 2. J'en vois 2 là. Ouais, il y en a, ouais. Moi j'en ai un. Vas-y. Moi c'est un certain Clémencé qui habite dans les Landes et qui sur toute une discussion sur les trades a pas réussi à caler Gary Harris, qui est pourtant arrivé dans les discussions ces derniers jours. Oui, c'est vrai. C'est pas le moment malheureusement. Ouais, peut-être. Il reviendra plus tard. Ah, vous, si on te dit KCP contre Gary Harris, tu le fais. Évidemment, mais il va falloir filer autre chose. Ouais. Grave. Non, toi d'honneur, je prendrai l'autre. Ouais, bah vas-y, c'est quoi, vas-y. Ouais, je vais partir sur KCP du coup, qui est en pleine traversée du désert au shoot. Défensivement, c'est fluctuant, mais au shoot, il est totalement à travers et c'est terrible. Après, on sait que c'était déjà un peu le cas l'année dernière, qu'il avait parfaitement rebondi et il nous avait sorti des playoffs assez chauds et assez énormes. Donc, on espère la même sorte. D'ailleurs, je sais pas s'il écoutera ce pod, mais Mesorum tout à l'heure me disait, quand on parlait justement d'un potentiel trade pour KCP, que ces genres de joueurs fichent pas mal finalement de son rendu en saison régulière, parce qu'en post-season, c'est un joueur, un role player ultra important, pour ne pas dire élite, et je pense qu'il a un peu raison là-dessus, quoi. Du coup, j'imagine qu'il me reste plus. Enfin, en vrai, non, il y a encore quelques autres flops. Hein. Moi, j'aurais mis Wes Matthews, peut-être. Yep. Tu voyais qui comme autre flop, hein? Non, c'était les deux où j'étais parti. C'était c'était Splash Bros. Ouais. Oh putain, mon dieu, les Splash Bros. Ouais, Wes Matthews pour des raisons obvious, même s'il a eu une enflammade, c'était contre qui? Contre les Hawks. Oui, contre les Hawks.
J'ai pas compris son utilisation, par contre. Il aurait pu faire une deuxième mi-temps et avoir plus de minutes. Hein. Oui, contre les Hawks, c'était marrant. Il claque 3 points en 3 possessions, coup sur coup, bang, bang, bang. Et après, effectivement, frigo. Bon, d'accord. Pour tout ça, pour mettre KCP qui avait sa coupe afro et qui était à chier en plus. Donc, j'ai pas compris Vogel là pour le coup pour Atlanta. Mais non, mais sinon, à part ce match des Hawks où il met des tirs, Monsieur Matthews ne met plus de tirs. Donc ouais, Monsieur Matthews ne sert plus à grand chose, quoi. En défense, franchement, ça continue de pas être trop dégueulasse, même si c'est moins bien que la saison dernière. Mais le problème de Wes Matthews, c'est que s'il met pas de tir dans ces cas-là, autant il aurait mieux fallu recruter Robertson, quoi. Tu vois, ça aurait été plus intéressant pour nous. Donc ouais, je préfère, je mets Matthews dans mes flops. Ok, allez, on est parti sur la partie pronostic / calendrier. Ouais. Ce soir, premier match d'ailleurs de cette série, c'est le déplacement aux Pelicans par à Nouvelle-Orléans. Ouais. Moi je mets la dub. Et Adrien. Défaite. Ça commence. Ouais, ça paraît. Après, ils ont Eric Bledsoe. Victoire. Allez, ça balance des tags gratuits. Non, mais c'est vrai qu'ils ont des arguments quand même. Il y a des match-ups compliqués sans AD et LeBron contre les Pelicans. Ouais. Réception des Sixers. Bon, je pense que là, ça va aller vite. Oui, défaite. Allez, hop. Rien. Ouais, défaite aussi. Défaite. Tu peux pas lutter là. Réception des Cavaliers, attention, back-to-back. Oui, back-to-back, et Sexton, comme tu me disais en off, qui va se faire une joie de nous mettre son carrière high à 69 points contre les Lakers. Mais non, je mettrais quand même victoire des Lakers. Victoire pour moi, Adrien, qu'est-ce que tu veux? Victoire. Réception du Magic. Victoire. Défaite. Bon, il y aura Marc Gasol, peut que gagner. Réception des Bucks. Bon, voilà. Je sais pas si c'est mon optimisme ou ma volonté de voir les Lakers gagner un minimum de matchs, mais il y a un déplacement à Sacramento en suivant et je vais mettre victoire. Ouais. Oui, c'est vrai, déplacement comme tu dis. Oui, victoire, moi. Sacramento quand même. Non, défaite. Honnêtement, on peut pas. Enfin bref, vous verrez. Hein. On part sur un 1-5 là, Adrien, pour le moment. Mais oui, mais je te dis, sans ce duo-là et avec 0 repère de basket, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois qu'on va faire? Marc Gasol à 30 points. Alors, on a perdu contre les Hawks quand même à domicile. Tu pourrais te dire, tu vois, avec le vent de la révolte et machin et compagnie, alors qu'ils jouent comme des merdes en plus en face. Tu perds. Ils étaient sur une série de 7 victoires quand même. C'est... Ouais, mais ça reste les Hawks, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Merde. Ouais, c'est sûr. Oh mon dieu. Déplacement à Los Angeles. Moi, je mets win, Sacramento. Sacramento win. Déplacement à Los Angeles. Clippers. Non, défaite. Ah oui, quand même. Allez, la grosse cote, victoire. Ah ouais. Au respect, quoi. Non, parce qu'ils vont tellement nous manquer de respect que voilà, c'est pour nous. Donc une défaite de Lonzo Ball et ses Clippers face aux Lakers. C'est ça. Déplacement à Toronto, messieurs. On change de cote. Non, mais tu m'étonnes. Ils auront plus les Kennard. Ils sont morts. Ils ont balancé Kapengele au Sacramento Kings aussi. Elle est foutue leur défense, c'est fini. Ça, c'est fini. Déplacement à Toronto, on file sur la côte Est là, pour plusieurs matchs. Ouais. Allez, moi je mets une victoire. Il n'y a pas Eddie à un moment donné qui revient là, on peut se dire. Il est là, voilà. À Toronto, il fait son retour. Contre Toronto, ça sera light, je pense quand même. Contre Brooklyn, moi je le verrai plus. Contre Toronto, ça sera... c'est bien, il revient avec la facilité, tu sais. Tiens mec, allez, amuse-toi. Non mais moi je mets win à Toronto. Mais win à Toronto aussi qui est pas en forme. Déplacement à Miami, là je vais mettre défaite. Ouais, moi aussi je vais mettre défaite direct. Victoire. Déplacement à Brooklyn. Voilà, quand même. Et là je vois le retour de AD. Déplacement chez les Knicks. Bon, les Knicks avec AD quand même on les froisse, je pense, même s'ils sont bons on les froisse. Ouais, victoire aussi pour moi, franchement. Allez, on fait 3 autres matchs, après ça sera bon je pense. Déplacement aux Hornets. Victoire. Ouais. Il y aura plus la mélo. Ouais, victoire, victoire. Réception de Celtics chez nous. Ouais, réception de Phoenix. De Phoenix? Celtics, je veux dire. Alors attends, je vérifie. Peut-être un quack de mon côté, mais. Non, après Charlotte, c'est Boston, c'est Staples Center. Ah, ok, mais très bien. Ouais. Ça y est, je pense que je vous une haine à Jake Crowder et aux Suns. Ça y est, c'est fini. Ils sont au même rang que les Celtics. Putain. Ok, donc ta réponse là. Réception des Celtics, je mets win. Si on a ID, je mets win. Victoire. Ok, et on peut s'arrêter au match d'après. Le match d'après, ça sera réception de Utah. Défaite. Ouais. Tout ça sera un horaire où je pourrais live tweeter, donc ça va être génial. Ok, j'ai pas répondu, mais je pars pour une win face à Brooklyn, face à Boston et une défaite face à Utah. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup de défaites. Hein. Oui. Ouais, surtout côté Adrien. Côté Adrien, il te dit pas de panique. Bon. Ah non, j'ai jamais dit pas de panique. J'ai dit on est mal.
J'ai dit que si on ne fait pas les playoffs, ça serait un énorme fiasco. C'est ce que j'ai dit. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Non, mais faut aussi dire que après ces matchs un peu compliqués, on va affronter, on aura un petit temps de répit, notamment face aux Mavericks, face aux Wizards. Donc bon, on va se remettre à gagner des matchs. Même si on en perd beaucoup là à venir, on va se remettre à gagner des matchs. Ouais, oui, on n'est pas les seuls à jouer. T'as dit quoi? Je disais qu'on n'est pas les seuls à jouer, on n'est pas les seuls à perdre. Je veux dire, toutes les équipes qui sont derrière, on l'a vu avec San Antonio cette nuit qui a encore perdu. Ouais, il va falloir que les autres équipes nous rattrapent avant de. Parce que tout le monde a lancé des prévisions en disant qu'on allait choper le 6e ou le 7e spot, mais bon, les mecs vont pas gagner 100% des matchs sur les 15 prochains jours, quoi. Voilà. Très bien, messieurs, un mot de la fin. Moi, ravi d'avoir retrouvé Adri pour ce pod, honnêtement. Mais quel lèche-cul. Franchement, pour dire la vérité. Et sinon, non, à part ça, petit mot toujours comme d'hab, de remerciements à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Twitch aussi, et puis sur le compte, quand même beaucoup de feedback. On écrit, on a beaucoup d'engagement, je sais pas, franchement, c'est rare qu'on tweete un truc et qu'il y ait moins de 10 réponses, et c'est un luxe en vrai que parfois on a tendance un petit peu à oublier tellement ça fait partie de notre quotidien, mais quand on regarde un peu à droite à gauche, on se dit que putain, on a quand même de la chance. Donc merci à tous ceux qui iront au bout de ce podcast de 3 heures en plus. Déjà, si vous êtes là, c'est que vous êtes vraiment des bons. Donc merci à vous tous. Adrien. C'est pareil, merci d'avoir été patient avec moi et de me permettre de revenir avec vous dans ce podcast légendaire. Yes. Donc j'espère live tweeter, surtout quand les enjeux font que mes stats en live tweet n'en seront oui. Voilà, ça sera ton surton. Là tu peux venir, y a pas de souci. C'est ça. Voilà, live tweetons contre les Bucks, live tweet contre les Sixers. Voilà, y a pas trop d'enjeux. Non. Voilà, donc non, j'espère que je vais relancer la dynamique jusqu'au playoff. Super. Très bien. Juste pour répondre à une petite question, on nous a posé une question si on pouvait donner un contrat max à André Drummond, même si on n'était pas champion, ce sera non. On est limité et par nos finances et par le CBA et par son niveau à lui. Oui, par le bon goût, oui, c'est ça, oui. Ça sera suffisant. Voilà. On se retrouve pour un prochain numéro, messieurs, avec une série de 15 victoires sans Eddie et LeBron. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.